Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, nous analysons ensemble les shows de la WWE et aujourd'hui, c'est l'heure d'analyser Monday Night Raw du 31 mai 2021 avec moi. Pour cet exercice, j'ai Tonton. Salut Tonton. Salut El Patron IRM, salut peuple de catch-up, ouais, bienvenue dans le monde trouble du show rouge, bouh. Trouble, et puis un monde rouge qui a été dégraissé un petit peu Oui, de on a, quelques-unes de ces superstars là. on a dégraissé le mammouth. Ah oui, et puis on a enlevé des sacrés morceaux là. Ah ouais, ça a découpé à grand quartier de viande. Hein. Bah d'ailleurs, on verra. Ça faisait bizarre parce que j'ai regardé l'épisode après que la news soit tombée. C'est Superstar à qui on a montré la porte de sortie et ça faisait bizarre de les voir apparaître à l'écran. Vous n'avez pas l'air de trop savoir d'être au courant de ce qui allait leur tomber sur le coin de la figure, là. Non, je pense pas. Le show, toutefois, a été ouvert. Alors, petite vidéo, hein, c'était le Memorial Day, donc voilà, on rend hommage aux soldats qui se battent pour la défense et la liberté des États-Unis. On est toujours au Thunderdome et c'est l'heure du Miz TV. Le Miz est avec John Morrison, le Miz qui est de retour. Il s'excuse, le Miz. Il s'excuse parce que il n'était pas là la semaine dernière, parce qu'il était blessé pour la première fois. Tu te rends compte, tonton, qu'il Mais n'a oui. jamais été blessé jusqu'à aujourd'hui, le Miz, en 15 ans de carrière à la WWE. C'est incroyable. Il a fallu un Lumberjack match contre Damian Priest et une attaque de zombies pour qu'il se fasse blesser pour de bon. C'était quand même je crois que c'est le breaking news de cet épisode. Ouais, complètement. Ouais, ça avait été annoncé et tout ça. Même les images de la blessure, tu parles, elles traînaient partout sur les réseaux. Et donc effectivement, il est plus pas en condition de catcher et c'est la toute première fois de sa carrière, ce qui est quand même, on peut lui rendre hommage quoi. Après quasiment 15 années passées au sein de la WWE, ça arrive à très très peu, donc je pense il est béni le mix quand même un peu. Ouais, bah Benny, je sais pas. En tout cas, John Morrison, il est un petit peu stressé justement par rapport à tout ça, parce qu'il arbore autour du cou un joli collier de gousse d'ail. Et donc le Miz lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as ça là? Ça sent fort ton truc là. Pourquoi tu nous mets ça autour du cou? Et il nous explique qu'il a peur. C'est pour faire fuir les zombies, les aliens, les monstres, les vampires, les Scal, peut-être aussi, sûrement. Un truc Voilà, il a son collier de gousse d'ail pour faire fuir les zombies. Je suis pas sûr qu'il ait bien compris comment ça fonctionne tout ça. L'invité du Miss TV, c'est ni plus ni moins que la reine, The Queen, Charlotte Flair, qui est donc l'invité du jour. C'est John Morrison, voilà, lui l'a fait passer entre les cordes et il lui demande, le Miz lui demande, voilà, qu'est-ce que tu penses enfin, de Rhea Ripley, de ton match qui arrive? Ils sont rapidement, ça dit que ça clique pas trop, hein. Ils sont rapidement rejoints par Rhea Ripley justement, et Rhea Ripley se dit bah moi je suis c'est elle le cauchemar, hein, pour tout le monde dans la division féminine. Mais Charlotte, tu dis bah écoute, t'es gentil, mais bon, t'as quand même perdu contre Nikki Cross la semaine dernière dans un match de 2 minutes. Là, il fallait beat the clock, et t'as pas beat the clock, donc on nous rebalance les images. Donc voilà, ça se chauffe, ça se provoque un petit peu. Et Nikki Cross débarque à son tour. Et c'est un peu la libération, hein, parce que franchement, j'ai trouvé que tout le monde avait un petit peu de mal hein, à vraiment nous raconter quelque chose. Et Nikki Cross arrive, elle a le sourire, et elle a la patate, et elle vient un petit peu se moquer de Rhea Ripley en disant bah voilà, moi je t'ai battu. Et puis elle finit par s'énerver. À un moment, elle se prend son micro, puis elle s'énerve face à Charlotte. Elle lui dit bah écoute, pour toi ça va être le même tarif, je te prends où tu veux, quand tu veux, et je te bats en moins de 10 minutes, pas de problème. Ah, tout le monde est étonné, quoi, ça va être la bagarre, la bagarre. Et ça va vraiment finir en bagarre, puisque Nikki Cross va affronter Charlotte dans un match et qu'elle va gagner. Qu'elle va gagner grâce à une petite intervention, je pense, de Rhea Ripley qui a dû faire une petite provocation. Et donc Nikki Cross qui bat Rhea Ripley et qui bat Charlotte Flair en 2 semaines, en moins de 2 minutes. Là, c'est même, je crois, même moins d'une minute. Je me demande si c'est pas même moins d'une minute. Rhea Ripley est contente, elle applaudit, elle a eu ce qu'elle voulait.
Qu'est-ce que tu as pensé de cette introduction? Alors, pour le coup, Nikki Cross gagne contre Charlotte Flair en 2 minutes. Un match, Beat the Clock Challenge match expéditif et effectivement, elles battent, quasiment les deux plus grosses stars du roster, on pourrait ajouter Asuka, en l'espace de 2 semaines. Donc Nikki Cross, gros retour, ça a dû te faire plaisir mon bon IRM, je pense à toi à chaque fois que je vois Nikki Cross et je revois ces photos magnifiques que tu avais pu faire avec Alexa Bliss aussi. Je peux te dire qu'il y aurait pas mal de fans d'Alexa Bliss qui seraient bien jaloux d'avoir été à ta place. Et Ouais. écoute, c'est plutôt positif pour Nikki Cross, je vais retenir ça. Je trouve que c'est sympa de la revoir en action. Elle a échappé à la charrette, donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Qu'à la patate, comme tu dis. Alors voilà, ce segment était très long, j'ai trouvé ça très long, j'ai pas trouvé ça fantastique. J'ai pas trouvé le Miz extraordinaire, j'ai pas trouvé John Morrison extraordinaire. Enfin, je sais pas, ça a traîné en longueur. Et comme on peut le dire au peuple de catch-up, on enregistre assez tard cette review de Monday Night Raw. Depuis, il y a eu un paquet de reports qui sont passés dans la semaine. Et il paraît qu'il y a eu une grosse colère backstage à propos du Miz TV. Apparemment, les deux du Dirt Sheet se sont bien laissés aller sur le micro et ont largement débordé. Et du coup, il y a eu des plaintes et c'est parce qu'ils ont dû rogner sur certains segments par la suite du show. Parce qu'on va le voir, ça va être un show assez étrange sur pas mal d'aspects. Et donc, du coup, j'ai eu la même sensation. J'ai trouvé ça très très long. Ça a mis du temps. Il a fallu la patate et le sourire de Nikki Cross pour remettre un peu d'action là-dedans. Avec toute la morgue de Rhea Ripley. Je ne sais pas si tu l'auras noté de la même manière que moi, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et Charles Flair, surprenamment, qui job pour notre petite écossaise, et bah écoute, pourquoi pas finalement. C'était pour moi, c'était le point positif de tout ce segment et de toute cette ouverture de Monday Night Raw. Ouais, complètement. On peut dire que Nikki Cross a sauvé l'opener, enfin l'opening parce que ça. Bah, alors toi, tu me dis qu'en plus ils se sont fait tirer les oreilles backstage. Bah, je veux bien te croire parce qu'effectivement, ça tire en longueur. Je trouve qu'il y a très peu, étrangement peu d'alchimie entre Charlotte et Rhea Ripley. Ouais. Euh, Je suis assez d'accord. Et je suis assez un petit peu déçu pour l'instant de ces premiers mois, premières semaines du règne de Rhea Ripley. Elle est assez fade et elle prend pas, on prend pas la mesure que c'est elle la championne et que elle devrait rester dans tu sais, dans ce personnage bah, de gimmick de cauchemar, quoi, et laisser tomber les petits sourires, les petites moqueries, et laisser tout ça à Charlotte, qui doit être un peu la peste ultime, un but d'elle-même, et elle juste chercher la bagarre et tout détruire, quoi. Là, tout le monde se titille, tout le monde se moque, tout le monde se fait. Enfin, on est un peu dans un cours de récré, là, à se faire des grimaces, à se faire des pieds de nez, à se courir autour du ring. Nikki Cross peut faire ça. Nikki Cross, quand elle est surexcitée, là, parce qu'elle a gagné et qu'elle fait nananananer, une vraie gamine, là, t'y crois. Mais les deux autres, là, elles sont pas au même niveau. Et du coup, tout ça a effectivement été bien long. Charlotte, c'est du top main event et Rhea Ripley, il faut qu'elle, pour moi, elle retrouve son personnage finalement de la brutalité. Eh Tu ouais. vois, là, elle est trop dans un espèce de. Ça va pas parce que Charlotte, elle est tellement en haut, tellement en top main eventeuse que pour aller la chercher, il faut utiliser pour moi d'autres ressorts. Et je trouve que Rhea Ripley, elle est un peu à côté de la plaque du personnage. En fait, ça collait bien leur rivalité du temps où Charlotte l'avait affronté pour le titre NXT à WrestleMania et tout ça. Parce que finalement, c'était une storyline, tu vois, où il y avait peu de micros. Ça a été vite. C'est un truc qui s'est enchaîné entre le Rumble et WrestleMania. Donc, du coup, il y a eu que peu d'interactions pour elle. On était dans la compétition sportive quasiment. Là, c'est différent. On est à Monday Night Raw, il y a de la promo, tu vas aux commentaires, tu fais des segments backstage, tu fais des segments à la table des annonceurs. Et là, je trouve que ouais, Rhea Ripley, elle est pas dans le personnage de la brutalité. Et ça me pose un problème, quoi. Ouais. Bon, tu parles des annonceurs, effectivement, on avait eu droit à la première journée de boulot du nouvel Oui, annonceur, dont j'ai oublié le nom, là, Jimmy Smith. Jimmy Smith, voilà, qui nous vient du monde du free fight, hein, du MMA. Et Exactement. comment l'as-tu trouvé en quelques mots? Eh ben, écoute, j'ai dit pendant le run court d'Adnan Virk que moi j'étais absolument pas fan de ce garçon. Vraiment, je n'ai vraiment pas du tout aimé. Et, et, Ah, disons oui, qu'ils commentaient les matchs d'Euro comme si c'était des mecs qui étaient en train d'essayer de voler la troisième base, quoi. et donc pour le peuple de catch-up qui a écouté la review de Raw de la semaine dernière, j'y avais laissé mon avis, je la commentais pas.
Et ce qui est fou, c'est que le matin même, j'écris dans les avis de Catch-Up ce que je pense du Monday Night Raw et je donne mon flop à Adnan Virk. Il était 10h du matin et à 18h le soir, Adnan Virk, on apprend qu'il est viré. Donc, Bah, et effectivement, il le change par un mec qui est quand même un bon spécialiste des sports de combat. Adnan Virk, il met quand même du baseball et tout ça, quoi. Donc là, on a un vrai spécialiste de sport de combat et je trouve que ça s'est entendu. Ça manque peut-être encore un petit peu de ping-pong avec Corey Graves ouais. et Byron Saxton, mais c'était normal, la toute première émission. Et du coup, je vais être plus indulgent qu'avec Adnan Virk, avec qui en plus j'avais son intonation de voix, tout ça. Je sais pas, c'était compliqué. Là, le mec est passé assez crème. J'attends encore 2-3 épisodes, tu vois, pour me faire un avis définitif. Mais en tout cas, le baptême du feu, je trouve, c'est passé pas trop mal pour lui dans le vaisseau amiral. Ouais, comme tu dis, il faut qu'il se raccroche avec ses deux autres partenaires et qu'il soit un peu plus à l'écoute de ce qui se passe à la table des commentateurs. Notamment, il y aura eu ce match tag team hein, avec la division féminine où il écoute pas en fait ce qui se passe, il pose des questions, il écoute pas les réponses et il est tellement à fond dans le play-by-play que c'est complètement l'opposé où d'habitude, limite, quand tu as certains matchs, il n'y a aucun commentaire de ce qui se passe entre les cordes. Et là, en fait, il est très très focus sur ce qui se passe entre les cordes, et peut-être trop, et du coup, il y a beaucoup d'urgence dans sa façon de commenter, ce qui est très bien, parce que ça montre qu'il y a des choses importantes et qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. Mais maintenant, voilà, il faut aussi qu'il prenne bien conscience qu'il fait partie d'un spectacle global, et que les commentateurs aussi en font partie, et que tu as des guests qui sont à côté de toi, des catcheurs qui viennent ouais, à la table des commentateurs. Voilà, il faut réussir à trouver son rythme entre ce qui se passe entre les cordes, ce qui se passe à l'extérieur, etc. Mais comme tu le dis, le baptême du feu, c'est pas trop mal passé. De toute façon, ça pouvait pas être pire. Non, ça pouvait pas être pire que ce qui se passait depuis plusieurs semaines, là où vraiment Monday Night Raw, c'était une catastrophe. Les commentaires, là, vraiment, il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc, je trouve que là, pour le coup, ils ont fait une bonne opération. La grosse nouvelle, vous le savez, c'est le retour de la WWE sur les routes. On va monter dans les cars, Et les oui. chambres d'hôtel, voilà, la douche à 23h30. Ça va être dur pour nos superstars qui qui étaient bien là, hein. Elles étaient bien loties là. Ça faisait 1 an et demi là qu'elles étaient sans déplacement et du coup voilà, la tournée reprend et on a backstage une séquence entre Riddle et Damian Priest et Damian Priest donne des petits cours de leçons d'espagnol à Riddle. Donc ils demandent comment on dit bonjour, comment on dit merci, comment on dit passe-moi le ketchup. Il lui fait une blague en disant comment on dit où est mon papa et il lui répond bah moi je suis là. Voilà. On est de toute façon dans un épisode, j'ai trouvé, où si tu étais réceptif aux conneries, aux non-sens et aux trucs qui valent pas très haut, tu pouvais y trouver ton compte. Si tu cherchais des choses un peu sérieuses, c'était un petit peu plus délicat. Randy Orton apparaît, d'ailleurs Damien Priest fait ouais, Randy Orton commence à parler de Randy Orton et Randy Orton est là. En parlant de pas très sérieux, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce qu'il a entre le nez et la bouche là, Randy Orton, tu peux m'expliquer? Cette moustache? C'est vrai, cette moustache, ouais. Nouveau look. Papa Orton là, il fait la crise à la quarantaine. Il se plaint, il dit à Riddle, mais mec, tu peux pas me voler mon RKO. Et Riddle dit, ouais, je suis désolé, c'est arrivé out of nowhere. Mais voilà, on va être une tag team, on va faire ça bien. Je sens qu'il y a un truc entre nous. Et puis, je veux venir avec toi. Enfin, Orton dit, ok, vas-y, viens avec moi. J'ai un match contre Xavier Woods. Et Riddle il est super excité. Et Orton lui fait, chut, calme-toi. Et il prend la clé. Tu sais, il lui fait le coup de je te ferme la bouche avec une clé invisible. Et puis il prend la clé, puis il la balance à l'arrière. Et après, on voit Riddle qui cherche la clé par terre. Écoute, moi j'étais plié devant ce truc-là, ça vole vraiment pas très haut, mais j'étais dans un bon état d'esprit, et du coup ça m'a bien fait marrer cette petite séquence. Le match, Randy Orton, Xavier Woods, Riddle est donc là, face à Orton. Bon, Xavier Woods, ça y est, hein, c'est sa semaine combat en single. Kofi Kingston ne vient même pas aux abords du ring, parce que Kofi Kingston il est appelé à des choses un peu plus importantes. Woods prend le contrôle, mais Orton reprend le contrôle à son tour assez rapidement. Petite souplesse sur Woods, sur la table des annonceurs. Le comeback de Woods, mais la vipère qui ne se laisse pas faire.
Riddle qui est au taquet aux alentours, il encourage son partenaire, la Vipère à son fan numéro 1 aujourd'hui, hein, à ses côtés. Le DDT dans les cordes, armbar, Orton qui chope Woods et qui lui place le Bro Derek, la prise de Matt Riddle en finisher, donc pour la victoire. Et alors là, je crois qu'on a le plus heureux des hommes. Riddle, il est surexcité. Son bro, Randy Orton, lui a rendu hommage. Il a employé le finisher, son finisher, et il a gagné avec. Tournée de trottinette, on fait la pause. Randy Orton hésite un peu et non, il va pas faire la pause à deux jusqu'au bout. Il dit pas encore, mon petit Riddle, on y arrive. Et les deux hommes donc repartent. Je crois que là, c'était le plus beau jour de sa vie pour Matt Riddle. On n'en est pas loin, ouais. Bah, c'est la continuité de la construction de cette équipe. Ça se passe plutôt vachement bien. Je crois que tout montre que ça match entre les deux, que ça match avec le public. Je suis bien curieux de voir cette team-là quand on va avoir justement le fameux retour du public dont tu as parlé. Je crois que ça marche vraiment bien. Voilà, Xavier Woods est là pour jobber, pour vendre justement ce truc, et il le fait bien. On a un match de 9 minutes, mais qui est assez solide, c'est plutôt sympa. Et franchement, ça passe bien. Alors, il me semble que Xavier Woods est quand même accompagné par Kofi, quoi. Et, Bah, juste, en fait, il l'abandonne sous le Titantron. ouais, c'est vrai, ouais, il l'abandonne sous le Titantron, le lâche. C'est-à-dire que là, il lui dit bon, écoute, je t'ai accompagné à l'école, maintenant papa a des affaires plus importantes à faire en main Voilà. event. Et du coup, ça nous donne un truc assez rythmé, c'est plutôt sympa. Je pense que Orton et Riddle filent tout droit vers un title shot de toute manière dans la Tag Team Division. Riddle se pose en espèce de fan numéro 1 de Randy Orton, finalement, c'est assez marrant. Ça me fait presque penser à Mickie James et Trish Stratus à une certaine époque. Ça m'étonnerait pas que ça se finisse comme ça. Ça a commencé dans la douleur entre Stratus et Mickie James. Mais après, il y a eu toute une grande bromance, et alors sistermance, je sais pas comment on dit pour les filles. Et je trouve que Ouais. moi, ça me fait penser à ça, si tu veux. Ça me fait penser à cette période-là. Et je trouve ça plutôt sympa, donc je suis plutôt client, c'est plutôt sympa. Maintenant, je veux les voir, parce qu'on les voit beaucoup en individuel pour l'instant. C'est exactement ça, c'est la construction de l'équipe qui est en train de se dérouler sous nos yeux ébahis. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà un truc qui passe bien chez moi. Je rejoins complètement. Riddle et Orton, on a une belle petite histoire là qui est racontée entre les deux. Et là, ça peut occuper les deux bonhommes pendant plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, cette histoire. Donc, ouais, impatient de les voir affronter d'autres équipes et de mettre à l'épreuve véritablement ce duo improbable entre le vétéran et son fan numéro 1. Ah, En sachant que des fois, on a eu quelques films, quelques romans là-dessus, des fois les fans numéro 1 deviennent un petit peu des groupes psychopathes. En sachant que Randy Orton est lui-même déjà un psychopathe, ça risque de donner des sacrés segments. ça serait bien de les voir occuper la Tag Team Division pendant quelques mois, là, tu vois, que ce soit pas une histoire de là qu'après Money in the Bank ou quelque chose comme ça, on nous figure déjà un split. Moi, j'aimerais les voir occuper vraiment la Tag Team Division pendant quelques mois, gagner le titre, avoir un règne, le perdre, et puis à partir de là, commencer à se lancer vers un split pour une vraie feud individuelle l'un contre l'autre, qui à mon avis sera hyper sympa. Donc c'est le genre d'équipe, ça me pose aucun problème d'envisager un split, mais par contre, j'ai envie de les voir sur plusieurs mois. J'ai envie de les voir sur la durée, là. Tu vois, je veux du booking à moyen terme, en tout cas, avec eux, ensemble. Parce que Ouais, ouais. sinon, si c'est pour nous casser un truc dès la fin juin, bah, je trouve que ça serait un peu gâcher cette hype du printemps 2021. Orton est d'ailleurs, comment dire, expert en la matière, hein. Il s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des tag teams qui, de base, il était tout à fait réticent à s'allier avec l'autre. Et finalement, bah, un peu comme si avec la Wyatt Family, ce genre de voilà, tous ces angles où il arrive à. Alors c'était un petit peu différent parce que il n'avait pas les mêmes motivations, mais voilà, où ça finit par coller. Et comme tu dis, il faut prendre son temps. Tout le monde est déjà très occupé, donc il faut y aller tranquillement et puis en faire vraiment une équipe qui fonctionne bien, dysfonctionnelle, mais qui fonctionne. On a plein d'exemples dans le passé de ce genre d'équipe qui, voilà, le public adhère complètement, hein, à ces duos improbables. On va continuer dans la division tag team, mais un petit peu du côté des filles, si tu veux bien,
puisque après avoir coûté de trop nombreuses fois les victoires des anciennes championnes, et ben Reginald, notre copain Reginald, hein, l'acrobate du Cirque du Soleil, s'est mis en grippe Shayna Baszler. Shayna Baszler, là dans le viseur. Et Nia Jax, elle est un peu inquiète. Nia Jax est un peu inquiète. Elle dit Reggie, mon beau Reggie, fais attention à toi, parce que ce soir, voilà, tu as ton match contre Shayna Baszler. Et essaye de. Enfin voilà, il est encore temps d'arrêter. Viens à la maison, je te fais un petit thé. On va caresser des chats ensemble. Je vais m'occuper de toi. Je vais te faire des gros bisous. Prends pas tous ces risques. Il fait t'inquiète pas, ma chérie, qui lui dit ma chérie. Je t'aime, je vais m'en occuper de cette histoire, pas de problème. Donc le match commence, et alors là c'est festival, ça sautille dans tous les sens, ça galope. Shayna Baszler a voilà, elle a la tête qui tourne, mais elle arrive quand même à, à mettre des bons coups de coude et des bons coups d'épaule à Reginald, euh, qui va body slammer quand même Shayna Baszler. Et alors ça va l'énerver. Elle va lui choper la jambe et elle va lui blesser, elle va viser sa jambe et ainsi empêcher notre acrobate de continuer ses pirouettes. Reginald, à un moment donné, il contre un Ankle Lock et il envoie Shayna Baszler dans le corner, dans le coin. Il manque son moonsault et malheureusement, lorsque il atterrit, eh ben, il est blessé, hein, sa mauvaise jambe lui fait défaut. Baszler en profite pour placer son Kirifuda clutch, mais soudain, alors qu'on se dit ça y est, Reginald va abandonner, une explosion, un turnbuckle explose dans un magnifique budget, grâce à un magnifique budget pyrotechnique. Les flammes de l'enfer vont s'abattre sur le show rouge et Reginald en profite pour placer un roll-up et remporter son match et briser la streak de Shayna Baszler. Incroyable victoire de Reginald. Qu'est-ce qui s'est passé, mon bon tonton, pendant ce match-là? D'où viennent Bah, ces ce qui s'est explosions? passé, d'où vient cette explosion? Alors déjà, donc Reginald bénéficie des artifices de Kane. Donc non, il y a un sacré fossé, un sacré gap entre ces deux-là pourtant, hein. Et écoute, c'était un match qui dure 4 minutes 15 où Reginald fait feu de tout bois, c'est le moins qu'on puisse dire, de pirouettes, de salto, de moonsault, de tout ce que tu veux. Donc il nous met toute la palette de l'acrobate du Cirque du Soleil qu'il était. Alors, c'est pas très catchesque tout ça, moi je trouve, hein, mais c'est assez étrange face à Shayna Baszler. Alors heureusement, dans cet intergender qui est quand même finalement tellement rare à la WWE, il y a quand même eu des vrais moments physiques entre eux, quoi. Ouais. Et ça m'a un petit peu rassuré. Alors rien à voir avec ce qui pouvait se passer à la Lucha Underground, par exemple, ou dans le catch mexicain, mais il y a eu des passages où on a eu voilà, des passes de dizaines de secondes, quinzaines de secondes, comme ça, on a eu du vrai catch, avec entre autres ce body slam sur Shayna Baszler. Donc, bon, écoute, ça se regardait, mais c'était un peu, je sais pas, je trouve que c'est un peu too much, ça m'a pas. Puis, moi, comme ça fait un moment que j'attends le split entre Jax et Baszler, je me dis, bon, allez, il faut peut-être ce match-là pour entériner tout ça, puisque Reginald et Nia Jax vont célébrer après le succès de Reginald dans les coulisses. Bon, il gagne le match. Pour moi, ça n'a aucune importance finalement de qui gagne ou perd ce match-là. Et de toute façon, Shayna, on va encore parler d'elle par la suite. Tu sais quoi? On va en parler d'elle tout de suite, puisque Allons-y. Reginald a été invité au playground, au terrain de jeu d'Alexa Bliss ce soir. Alors Reginald, il rejoint Alexa Bliss il s'installe sur sa petite balançoire. Il a toujours son. Alors, il avait un sacré accoutrement quand même, Reginald, ce soir. C'est-à-dire qu'il avait une paire de Chelsea boots, un petit costume rose, mais version short, et son petit t-shirt des années 90 à la gloire de son équipe préférée, donc Shayna Baszler et Nia Jax. Et il a quand même catché comme ça, le mec, hein. Donc je lui tire mon chapeau rien que pour ça. Donc il s'installe sur sa balançoire et puis Alexa Bliss commence à lui raconter voilà, que Lily a une question pour lui. Mais Reginald n'entend pas la question. Pas la question. Il dit, mais attends. Elle lui dit, sois pas, voilà, sois poli. Ah non, c'est vrai, tu peux pas l'entendre. Et tout d'un coup, on y revient donc. Shayna Baszler arrive et défonce la tronche du pauvre Reginald.
le passe à tabac. Alexa Bliss est choquée par ce qui vient de se passer. Et Shayna Baszler s'installe sur la balançoire, alors elle est beaucoup plus à l'aise. Et à la fin, elle s'adresse à Lily, la poupée d'Alexa Bliss, et lui dit « Tu n'es qu'une simple poupée ». Et la dernière fois que quelqu'un a dit ça à Chucky, eh ben, ça s'est mal terminé pour lui. Donc voilà, on va avoir une rivalité entre Shayna Baszler et Lily, la poupée. Donc, est-ce que tu es prêt pour ce match? En tout cas, j'ai du pour et du contre dans cette histoire. Bon, pour moi, Alexa Bliss continue à être dans le néant, mais elle est enfin lancée sur une storyline en individuel avec quelqu'un. Ils ont choisi Shayna, qui pour moi va enfin entériner cette, cette tag team entre Jax et Baszler, à laquelle j'aurais finalement jamais véritablement adhéré. Donc je suis content de voir que Shayna Baszler se redirige vers l'individuel. Ça, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je comprends toujours pas où ils vont avec Alexa Bliss, donc le Fiend, je pense que là, de toute manière, on va pouvoir faire une croix dessus encore longuement, si ce n'est pas définitivement. Euh, J'espère revoir catcher Alexa Bliss. Au moins, Shayna Baszler, elle est active, elle était dans la tag team, j'aimais pas ça forcément, mais au moins, elle avait le mérite d'être là toutes les semaines, de catcher. Elle a eu un règne, elles ont défendu leur titre. Elle est présente, elle est active. Alexa Bliss, elle est sur sa balançoire et avec sa poupée. Donc, pour moi, effectivement, au bout d'un moment, ça devient très très longuet. Ça se répète lundi après lundi après lundi. Là, ça y est, j'ai la sensation qu'avec Shayna Baszler présente dans l'équation, on va retourner un peu au basique, mon cher Yerem. Ouais. Ouais, non, non, effectivement. Alors, moi, je suis un peu effectivement aussi étonné par cette rivalité là qui se met en place entre Alexa Bliss et Shayna Baszler. C'est très intriguant, malgré tout, parce qu'on a quand même deux forces vives, enfin deux catcheuses très très fortes, assez haut placées finalement, au-delà de la title picture, je veux dire. Et c'est assez intriguant. C'est assez intriguant. Je pensais qu'on avait peut-être qu'on avait une espèce de fausse piste, mais non, Alexa Bliss versus Shayna Baszler, ça a l'air de se dessiner complètement pour les semaines à venir. Donc bah, je suis assez intrigué malgré tout de voir comment ça va se concrétiser, hein, se manifester. Et est-ce qu'on va avoir droit à un affrontement entre les cordes ou est-ce qu'on va rester dans des mind games, euh, on va dire sans grands enjeux finalement? Euh, et enfin, qu'est-ce que ce personnage d'Alexa Bliss a vraiment à proposer, quoi? Qu'est-ce qu'elle va provoquer chez ses adversaires? Parce que si effectivement on est dans une sorte de prolongation du Fiend, euh, le Fiend on en a parlé dans notre comptoir du catch, ils avaient fini par lui trouver une motivation, un rôle à jouer. Pour l'instant, Alexa Bliss, comme tu l'as dit, à part parler toute seule sur sa balançoire, on ne sait pas trop ce qu'elle compte faire avec les catcheuses qu'elle va provoquer. Donc ça reste assez intriguant à ce niveau-là. Sheamus, lui, il sait très bien pourquoi il est là. Il a été attaqué par Ricochet Humberto Carrillo la semaine dernière. Il n'est pas content. Il est venu tout nu avec son grand menton, on dirait un vieux pervers. Il nous a sorti un accent irlandais. Écoute, tonton, j'ai eu mal à la tête, je ne comprenais rien. Quand un Irlandais qui travaille aux États-Unis fait un accent d'Irlandais, waouh, 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 waouh. Je sais pas, mais je pense que j'ai compris. Si j'ai compris la moitié de ce qu'il nous a raconté là, c'est déjà pas mal, hein. Donc il est Voilà. sur. Ah ouais, bah les faits là, ça passe, mais alors quand il commence à faire des phrases avec plus de 5 ou 6 mots, c'était compliqué quoi. Il dit bah voilà, moi je suis un vrai champion, les autres ils sont obligés de m'attaquer à deux là, hein. C'est pas l'idée que j'ai d'un vrai champion. Tout ça c'est une grosse arnaque, et on va voir ce qu'on va voir. Et du coup, on a un match, Sheamus contre Ricochet, Ricochet qui arrive, euh, et Humberto Carrillo qui va rapidement débarquer et pour provoquer une distraction, et Ricochet qui va placer un roll-up pour la victoire en très très peu de temps. Toi qui as les chronos, à mon avis, si ça a même pas duré 2 minutes cette histoire. 1 minute 15. Ah bah d'accord, ok. Bon, bah, voilà. Donc Sheamus, il est pas content.
Euh, et il s'énerve. Et il attaque. Qu'est-ce qu'il attaque Il attaque Ricochet? Non, il attaque Carrillo. Oh, je sais plus. Non, il y a un match tout simplement. On enchaîne sur un Ouais, il y match a un contre match, Humberto ouais, un Carrillo. match. On enchaîne avec un match contre Humberto Carrillo. Et Carrillo, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il va péter tout simplement le nez de Sheamus. Et bah, Gros mine de nez rien. pété de Sheamus. Et là, on l'a bien vu, hein, ça lui a fait une jolie bosse sur le nez. On passe en mode sanglant dans ce match. Sheamus, il a du sang partout. Et du coup, ça l'énerve, qui balance Carrillo dans tous les sens. Ricochet s'en prend une pour bonne mesure au passage. Mais cette distraction va causer la défaite, une fois de plus, la seconde défaite de Sheamus dans la même soirée, puisque Carrillo va également placer son roll-up, qui a l'air d'être le point faible de Sheamus, pour une seconde victoire. Sale soirée pour Sheamus, sale soirée pour l'Irlandais. Ouais, soirée sanguignolante pour l'Irlandais. Et alors, malgré des temps de match, voilà, il reste 1 minute 15 dans le ring avec Ricochet, 4 minutes 55 avec Humberto Carrillo. Humberto Carrillo qui m'avait bien worké il y a quelques semaines de ça parce que je pensais qu'il avait une blessure beaucoup plus grave. Et j'ai été super étonné de le revoir débarquer dès la semaine dernière. Les deux cruiserweight là se liguent finalement contre l'Irlandais dans la course au titre US. Un peu étrange, voilà, ces deux défaites par roll-up, et puis avec cet accident de parcours dans le deuxième match où il se fait péter le nez. Mais ça a servi finalement, ça a donné une ambiance assez guerrière et assez intense avec un Sheamus qui était bien remonté là. Et du coup, ça va peut-être donner une suite, peut-être pas mal. Je sais pas comment ils veulent envisager ça, puisque Ricky Labelvi et Humberto nous sont vendus comme des babyface. Et faire un triple menace, ça serait un peu compliqué. On va se retrouver dans un truc d'handicap match. Et je trouve que ça serait un peu dommage. Il faudrait peut-être un quatrième mec dans l'équation finalement, hein, et aller chercher un autre heal. Ou alors il faut régler le problème entre Ricochet et Humberto. Et puis on fait un bon match de number one contender. Et puis on n'en parle plus, quoi. Mais en tout cas, c'est assez surprenamment violent finalement cette storyline là. Et du fait des accidents de parcours sur le ring avec Humberto, avec Sheamus, etc., bah, ça prend une tournure un peu ambiance à l'hôpital. Et la tête de Sheamus le lendemain, lui, parce que lui, il est très actif sur les réseaux sociaux et il s'est empressé de mettre sa tête. Alors déjà, à la sortie du ring, hein, quand il est dans la gorilla position, quoi, il a le torse imbibé de sang. Et après, on le revoit plus tard avec le nez, voilà, quand on lui a déjà remis le nez droit, mais tu vois la patate que ça fait, quoi. Moi qui ai eu le nez cassé, je sais ce que c'est. Et ça te fait une patate au milieu du visage, quoi. Et c'est impressionnant, hein. Ouais, c'était ça, comme Ne tu dis, faites, ça rajoutait de la tragédie, de la dramaturgie à ce match. ne faites pas ça chez vous. Oh non, ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Et ne faites pas ça à Sheamus, que vous allez le regretter. Oh non, c'est clair. Parce que il a raté ses broad kicks, il a pris 2 roll-up là. Mais vous inquiétez pas, Riddle peut en témoigner et d'autres. Depuis le début de l'année 2021, Sheamus, il en a distribué un paquet de broad kicks et c'est pas fini. Ouais, non, Pour moi, il est dans la course. Je sais pas ce que tu en penses, je digresse un peu, mais Sheamus, actuellement, il est dans la course des meilleurs catcheurs de l'année 2021. Ah bah, complètement, c'est exactement ce que je me suis dit à la sortie de cette séquence, c'est que depuis le début de l'année, le mec, il délivre à tous les Incroyable. niveaux. Il était en feud avec Drew McIntyre, on a eu droit à des super matchs en weekly. Il a affronté tout le main event, de toute façon, Il a depuis le affronté début tout de le main l'année. event, il a décroché la tronche à Riddle dans un super match, c'était à WrestleMania, hein, pour le titre US. C'était super. Et là maintenant, il défend son titre, voilà, il nous sort des. Voilà, il a ce nouveau personnage, enfin ce nouveau personnage, il a renflé son manteau de bagarreur, de vieux loupard du Royaume-Uni, et qui cherche la bagarre. Moi, j'ai envie de le voir à nouveau. J'ai envie de voir à nouveau des séquences dans des bars où il défonce la tête à tout le monde et que ça pisse le sang partout. Enfin, ce mec est un super worker. C'est un excellent storyteller aussi dans le ring. Je trouve il trouve toujours la façon de mettre over son adversaire et de physiquement raconter quelque chose. Toi, vraiment physiquement, tu ressens l'histoire qui est racontée par Sheamus, parce que Et, le mec, déjà, il en impose. Les coups, tu les sens passer. Et les catcheurs le disent, hein, ce mec-là, il fait pas semblant, hein, il retient pas ses coups.
Donc si tu vas à la bagarre avec Sheamus, il faut donner, mais il faut aussi prendre. Hein. Ce qui est agréable dans le storytelling qu'il livre actuellement avec ce personnage de manteau, le chapeau, etc., c'est malgré qu'il ait un background dans le catch européen, c'est un personnage, tu vois, limite du loulou irlandais des bas-fonds de New York au début du XXe siècle. Euh, Tu vois, dans les ghettos qu'avait New York, etc., remplis d'Irlandais qui étaient la masse ouvrière de l'époque. Et je trouve qu'il fait ça, mais super bien avec cet accent à couper au couteau, comme tu as dit au début. Vraiment, on est passé là du Sheamus, le dernier Sheamus qu'on avait avant, qui datait de The Bar et tout ça, avec encore la crête et tout, moi que j'aimais beaucoup. Hein. Et là, il s'est redéfini. Il a repris un look un peu plus classique de Celtic Warrior, mais il l'a adapté. Les bretelles et la ceinture. Enfin, je le trouve fantastique l'Irlandais en ce moment. Enfin, moi, j'ai que du bien à dire sur notre ami Sheamus, quoi. Est-ce que tu as du bien à dire sur la division féminine tag team, justement? On en parlait au Aïe, début. aïe, aïe. Bah ouais, on en parlait tout à l'heure déjà, donc c'est très complexe, hein. Et puis là, c'est surtout que là, il va se passer des choses. Naomi et Lana, Et euh, paix à on son ne sait âme. ouais, à ce moment-là, on ne sait pas que c'est la dernière fois. On fait un petit spoiler, mais je pense qu'il est largement éventé au moment où on enregistre, Oui, que Lana, c'est sa dernière apparition, son dernier match à la WWE. ouais. Donc face à Mandy Rose et Dana Brooke pour un title shot, aller chercher les ceintures portées par Tamina et Natalia, qui elles sont à la table des commentateurs. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure. Le commentateur leur a pas du tout laissé en placer une véritablement. On a eu donc un match entre ces deux équipes. Et bah, je sais pas si c'était prémonitoire ou pas, mais malheureusement, mon bon tonton, je suis désolé, mais Lana n'a pas réussi à faire gagner son équipe, puisque c'est bien Mandy Rose et Dana Brooke qui ont réussi. Hein, Dana Brooke qui a fait le tombé et qui donc se qualifie pour aller chercher ce magnifique titre de championne par équipe de la WWE. On aurait peut-être aimé un dernier passage à travers la table des commentateurs pour Lana. Finalement, ça aurait fait un dernier au revoir pour, on va dire, un des hauts faits de Lana. Hein. Alors, restera célèbre pour ce bel angle, cette belle feud. Et puis aussi, comme ça aurait fait un petit baptême supplémentaire pour ce nouveau commentateur. Alors, cette dernière apparition de Lana? Bah écoute, c'était un match très rapide de 3 minutes 45. Victoire pour moi sans surprise de Dana Brooke et Mandy Rose qui me paraissent les number one contenders naturels avant le match déjà. Donc j'avais pas trop de surprise. Je voyais pas. Alors à ce moment-là, je ne savais absolument pas que Lana allait être licenciée, n'est-ce pas? Mais pour moi, de toute façon, Dana Brooke et Mandy Rose m'apparaissaient les challengers les plus crédibles dans cette affaire. Sachant que Natamina, c'est quand même des championnes face. Donc tout ça, ça me paraît assez logique. Ça nous montre aussi un petit peu la pauvreté de la Tag Team Division féminine, hein, parce que là, on a vraiment plus grand-chose à Monday Night Raw pour les occuper. Il n'y a pas énormément de choses non plus à SmackDown de l'autre côté. Donc ça va être très compliqué. Hein, s'il n'y a pas de filles de NXT qui montent ou s'il n'y a pas d'arrivée surprise, un peu de signature surprise du côté de la WWE, ça va être une division compliquée à animer et ça l'est déjà depuis un bail. Mais je suis rassuré fait parce que moi je suis très content du règne de Natalia et Tamina. Déjà parce que je trouve que c'est mérité, et ensuite parce que je pense qu'elles ont toutes les armes en tant que vétérans là, pour bien tenir ce titre, pour le bien faire paraître et pour réussir à nous sortir des matchs, même de manche à balai comme Mandy Rose. Donc en espérant que d'autres équipes arrivent derrière et qu'on nous crée un truc un peu plus sympa. Après, pour finir sur Lana et Naomi, bah, Naomi a dû se sentir bien déplumée à la suite de ce Raw, quand elle a eu la nouvelle du mercredi. Et Lana, bah, pour finir sur elle, bah, elle finira quand même sa carrière à WWE en catchant. On n'aurait peut-être pas parié là-dessus il y a quelques mois ou quelques années là-dessus, que ça serait dans le ring qu'on la verrait finir son ring, son run. Je pense que sans surprise, elle va rejoindre son mari, hein, parce qu'il y a une histoire aussi là-dessus. Hein. Il y a Rousseff, Miro, qui est à la All Elite Wrestling. Donc je pense que ça devait être très compliqué pour le couple de gérer ce problème-là. Donc moi, j'étais pas spécialement surpris finalement de voir Lana licenciée. Je t'avoue qu'elle fait partie dans la charrette, elle fait partie de celles où j'ai été le moins étonné. Et ça me paraît assez compréhensible. Voilà, elle va retrouver son nom, CJ, et je pense qu'elle ne tardera pas à débarquer à Jacksonville, vois-tu. Mhm, mhm.
Bah tiens, en parlant de Jackson, on a aussi un Jackson à WWE dans la division tag team. Un mec qui a servi en Irak. Jackson Riker. Eh Jackson ouais. Riker. Ah. Ils ont un match ce soir, lui et Elias, qui l'accompagne hein, lors de ses nombreuses tournées à domicile. Et Elias lui dit alors tu es prêt pour... Est-ce que tu as déjà été dans une bataille? Et la Riker lui répond est-ce que toi tu as déjà été dans une bataille? Parce que moi j'ai servi en Irak. C'est comment c'est terminé comme ça. Memorial Day mes amis. Et donc il y a eu un match ce soir, ils affrontaient les champions en titre, AJ Styles et Omos. Alors, effectivement, stratégie particulière. Je ne sais pas, toi, en tant que grand stratège, tu aurais fait la même chose, mais on n'a pas fait entrer Omos en premier. On a laissé AJ Styles commencer le match. C'est du grand classique hein, avec les champions depuis WrestleMania, de toute façon. C'est AJ Styles, c'est le ring général. Hein. Ouais, on envoie Omos pour impressionner et terminer le boulot et faire place nette, comme on dit. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisque voilà, après 5 ou 6 minutes de festival DJ Styles, Riker, le fameux Jackson, tente de faire le tag parce que il est en mauvaise posture et Elias l'abandonne. Elias se barre, Homo s'en profite pour rentrer. Riker est détruit et AJ Styles en profite pour placer un magnifique, phénoménal forearm pour la victoire dans un match sans surprise qui du coup nous donne peut-être un spoiler sur un des futurs virés de la future charrette là, parce que fin de l'équipe visiblement Elias Jackson Riker. Oui. C'est Split, pas bon d'être en équipe à l'heure actuelle à la WWE. ouais, split assez surprenant. Hein, je t'avoue que là, je m'attendais pas vraiment à ça pour le coup. Donc ça a été un peu, ça a fait partie de la surprise du segment. Le match a duré pas loin de 10 minutes, donc le match était plutôt sympa. C'était plutôt cool de voir un peu Homos en action. Moi, j'aime bien l'équipe des champions à Raw là, donc c'est plutôt sympa. On a organisé ce match-là dans un cadre de split d'une équipe, donc pourquoi pas. Je lui parlais d'une deuxième charrette, effectivement, on en est déjà à la deuxième, donc en fait, on parlerait de la troisième, si jamais il y a une troisième la semaine prochaine, et il s'annonce qu'il y en aurait bien effectivement une troisième. Donc, donc Jackson Riker, et Elias, je sais pas. Elias, non, Elias, je pense il va rester, parce qu'Elias, je sais pas si comme moi, mais tu as trouvé que Elias était dans une shape éblouissante. Il est beau hein. On sent qu'il bosse à la salle là, mais peut-être comme jamais, quoi. Et je suis assez surpris là-dessus. Donc, Une statue grecque. ouais, je le vois pas en fin de contrat, tu vois. Je le vois pas virer, notre ami Elias. Donc, ça purerait peut-être plutôt pour Jackson Riker dans cette affaire. Mais on verra. Ça sera les grosses surprises. Ça anime les mercredis en ce moment. En ce moment, ça fait 2 mercredis de suite où on a le droit, voilà, les annonceurs, du staff technique, des admins, des catcheurs, des catcheuses. Bref, ça vole de partout à la WWE. Sans parler des rumeurs éternelles qui durent depuis déjà 30 ans sur la vente de la WWE. Mais alors là, on va dire que depuis 10 jours, on a atteint un pic là. Ça cause de partout de la revente de la WWE. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mon IRM. Ouais, d'ici là on va mettre un peu d'argent de côté à Catch-Up. Ouais, exactement. Ouais, on va y penser quoi. Pour la Catch-Up WWE Federation, ça pourrait être pas mal. Ouais. Pour Riker, je pressens un petit face turn et un petit run à Main Event là. Ouais, pourquoi pas, ouais. Une petite rivalité contre Elias et puis dans quelques mois on n'entendra plus parler. Et Jess Styles Homos, je pense que tout ce que demande le peuple concernant Monday Night Raw, c'est de les voir face à Orton et Riddle, et ça va arriver à un moment ou à un autre. Ça va Oui, mettre un ça peu va de être beau temps. ça. Ça va mettre un peu de temps, mais je pense que là, à partir de Money in the Bank, on va pouvoir commencer à se frotter Ouais. les mains sur ce qui va se passer sur la Tag Team Division du show rouge. Mais c'est vrai qu'il y a quand même plus grand chose dans ces divisions tag team. Hein. Ah ouais. Tout est détruit. Hein. Chaque semaine, on détruit une équipe. Soit en la faisant splitter face caméra, soit en virant un des deux hors caméra, comme par exemple avec Ruby Riott qui a été éjectée également. Elle, la pauvre, à chaque fois, on lui pète ses équipes. Donc voilà, il s'est toujours dit que Vince n'était pas forcément un grand fan des tag teams. Ben, là, en tout cas, si c'est vrai, ça se reflète plutôt pas mal. Bah tiens, on parlait d'une équipe qui a été splittée très rapidement. Ça pourrait être la minute jobber, puisqu'on a eu un match qui a duré quoi, 30 secondes?
entre Cédric Alexander, 28 qui a, secondes. oh punaise, qui a disposé de Shelton Benjamin. Donc voilà. Il lui a mis Un, un petit doigt dans l'œil et puis la victoire. un rematch. Ça, c'est difficile, hein, ça c'est pareil. Hein. Ah la low-card de chez low-card de chez low-card. Les pauvres, bah, franchement, pour terminer comme ça, hein, après leur année 2020 flamboyante, et Ah, ben c'est le crash. c'est le crash industriel. C'est très très triste ce qui se passe pour Shelton Benjamin et Cédric Alexander. Il est temps finalement qu'on ne les voit plus à l'écran. Ouais. Et il y en a pour qui on leur souhaite de plus être là, en fait. Et ouais, c'est comme ça, ouais. Pas forcément de se faire virer, mais de disparaître des écrans pendant quelques temps et de revenir avec autre chose, quoi. Ah oui, oui, clairement. Parce que là, on s'acharne. Là, on s'acharne, les pauvres. Alors, tu parlais qu'il y avait des soucis de timing, que l'intro avait duré beaucoup de temps, mais du coup, ça, ils auraient pu le squeezer, par exemple. Quand t'as plus beaucoup de temps, quand t'as déjà débordé, tu vires ce genre de séquence. Hein. Bah ouais, parce qu'au final, avec les entrées, les annonces, le machin, les commercials faits par le mec du play-by-play, tout ça, en fait, c'est un segment qui prend 3, 4, 5 minutes, quoi, pour un match de Ah, 28 secondes. Donc, ça a zéro intérêt pour les workers, zéro intérêt pour le téléspectateur. Donc, je ne comprendrai jamais ça. Hein. De toute façon, c'est un truc qui existe depuis tellement longtemps, mais on persiste. ouais, tu virais aussi Mansour, là, qui se fait un petit peu coacher par les Viking Raiders, enfin les War Ouais. Raiders ou la Viking Experience, là, j'ai oublié. Tout le monde les a oubliés, ces gens-là. Et tu gagnais 2-3 minutes, quoi, parce que ça aussi, c'est assez ridicule. Ouais, c'est assez étrange. C'est vraiment, tu vraiment la sensation parfois qu'on met des mecs pour dire: «On fait coucou». Ouais, et les mecs font coucou, hein, les mecs font coucou, hein, y a pas de C'est problème. c'est tout à fait ça. Et ils ont raison de faire coucou. On leur dit, t'as 2 minutes pour faire coucou. Tu vas pas dire, ah bah non, 2 minutes, ça vaut pas le coup que je me mette que j'enfile le slip. Si je fais pas 2 minutes pendant 3 semaines, est-ce que je pourrais faire 6 minutes dans 3 semaines en une fois? Je Et pense oui. que, je pense que non. On te dit, t'as 2 minutes, t'as 2 minutes. Ah oui, puis il y avait même Mustapha Ali qui est repassé par là. Non mais Ouais, attends. ouais, Oh là ouais, là. non, mais tout au long de ce Raw, en fait, ça sera ça. Il y aura plein de mecs qui passeront faire des coucous de 10 secondes, 30 secondes, avec des interactions plus ou moins mauvaises. Et ça sera. Et c'est quand même un festival, tu vois, depuis qu'on est sur la review là, on se rend compte quand même qu'on commente un festival de low card, mid card, quoi, depuis le début du show. Et c'est vraiment. Là, Raw, vraiment, a été assez cette semaine. Je sais pas comment ça a été travaillé cette affaire, mais Ouais. Il y a un manque de star power en fait. Et ce qui est terrible, c'est que pourtant ils ont les stars et ils ont même les stars qui apparaissent à l'écran, que ce soit en opener avec Charlotte et Rhea Ripley, qui est une superstar, enfin une star en puissance, en devenir, toi. Et tout ce beau monde qui est passé, mais t'as raison, c'est souvent dans des segments assez plats où finalement ils ont l'air de pas avoir, enfin qu'ils ont loupé leur coup. Et après, on te fait du remplissage avec de la low card, de low card. C'est vrai que c'était assez. Bah, ça donnait pas envie de sauter de son siège, quoi. je suis d'accord. Bon, Ouais, c'était compliqué pour l'enthousiasme là. l'enthousiasme, j'espère qu'il est revenu pour toi quand on arrive au main event. Ah, mais d'ailleurs, tu vois, tellement peu d'enthousiasme en fait qu'il y a même un segment dont on n'a pas parlé, quoi. Tu vois, on n'a même pas parlé de la tag team division avec T-Bar et Mace. Tu vois, on avait un autre match Oui, de mais low voilà, mais, mid-carder, non, un mais autre match de low mid-card, tu vois. que Donc, d'habitude, t'as une, deux séquences de l'eau quart d'heure, mais là, t'en as eu combien? ouais, bon, bah là, si on les compte, là, et ça a duré 2 minutes 45 ce match-là. Donc on peut dire à notre public quand même, victoire de Mace et Tibar, et qui battent les Lucha House Party dans un match qui dure pas, qui sert à rien quasiment, quoi. Et à la rigueur, je vais même presque te dire que Mace et Tibar, bah, si les mecs, je les avais pas connus dans Retribution, si je les avais jamais vus, si ça avait été leur première fois à Monday Night Raw ce lundi, et ben je t'aurais dit, ah tiens, c'est pas mal, c'est qui ces deux mecs-là là, qui viennent de débarquer là, tu vois? Le problème, En c'est grand, qu'il y ils a sont costauds. ouais, et le problème, tout le background qui fait que tu te dis, ah là, ouais, bah, voilà les low quart d'heure de Retribution qui reviennent. Là, les losers. Donc, t'arrives pas à te dire, ouais, je suis devant un truc qui est frais, quoi, un truc qui est novateur, et ça, c'est encore compliqué. Donc, on en est presque, voilà, on en arrive presque, peuple de catch-up, à les oublier dans les reviews, tellement on s'est noyé dans un océan de low mid-card. Main event, j'espère vraiment que ça t'a redonné le sourire, hein, ce main event. Un peu, oui, ah, on va reprendre un petit peu de patate quand même.
En tout cas, un qui avait le sourire, c'est Bobby Lashley, hein. Il est avec MVP, il est toujours bien accompagné, hein, Bobby Lashley. MVP, on n'a rien à faire de qui va gagner ce soir, malgré, voilà, je crois qu'il y a une interview qui est faite. Personne ne va prendre le titre à Bobby Lashley. On va pas être ringside ce soir. On va juste être là, on va regarder tranquille, sur un petit peu voir ce qui se passe. Mais nous, on est relax, on est chill, on est riche, on est bien accompagné, on a nos belles montres, on a tout réussi. C'est aux autres de faire leurs preuves. Et ceux qui doivent faire leurs preuves, c'est qui? C'est Kofi Kingston et Drew McIntyre, qui ont eu d'abord, je crois, une petite interaction un peu plus tôt dans le show. Kofi Kingston qui titille, hein, Drew McIntyre, et qui lui dit, bah écoute mec, ça fait 3 mois là qu'on te donne ta chance, et ça fait 3 mois que tu perds toujours face à Bobby Lashley. Ça me donne l'impression que ça fait 3 ans. On est fatigué de voir Drew McIntyre perdre à Bobby Lashley. C'est mon tour. Moi, je l'ai battu, Bobby Lashley. J'ai fait ce que toi, t'avais pas réussi à faire. Donc, je vais te montrer ce soir que c'est moi qui mérite. Je mérite ce title shot pour aller chercher le titre suprême. Et ben, Kofi Kingston, il va tout donner dans un match, un gros match, un gros main event de plus de 20 minutes, je pense, où bah, ils sont envoyés tout dans la tronche, hein, entre Kofi et l'Écossais. Et tout ça s'est terminé par Kofi Kingston qui a placé un Trouble in Paradise, mais McIntyre agrippe la corde avant le compte de 3 et il place une Claymore en plein vol alors que Kofi Kingston venait de bondir depuis le turnbuckle. Kofi Kingston est sonné. Kofi Kingston a perdu. Il tend la main à Drew McIntyre. Poignée de main de respect entre les deux. Drew McIntyre repart à l'assaut du titre de Bobby Lashley. Qu'est-ce que tu as pensé de ce gros main event? Ouais, écoute, c'était formidable. 22 minutes 40 de match. Moi qui suis à l'antenne de catch-up, réclame sans arrêt que les weekly doivent terminer avec des beaux main events s'ils veulent déjà espérer avoir une note pas trop mal de notre part, hein. Que, de toute façon, pour moi, c'est un passage obligatoire. Tu peux pas finir un show de catch, quel qu'il soit, que ça soit un house show quelque part au fin fond de la Creuse, comme à Orlando en Floride, et ben, il faut finir avec un main event qui pète la gueule. Et là, deux gros workers, mon bel homme, le Kofi, qui s'est relancé dans une sorte de Kofi Mania, un match à enjeu, un number one contender chip match. Je veux dire, tous les ingrédients étaient là. Ça s'est envoyé comme jamais, avec en plus une opposition de style, qui est un truc que j'aime moi toujours dans le catch de toute façon, entre un colosse incroyable et puis un high flyer vétéran qui connaît la musique. Et du coup, on a le droit vraiment à un super match avec tous les ingrédients qui vont avec. Étonnamment long, puisque j'étais loin de penser qu'on irait sur un match qui irait dans les 22 minutes. On a quelques moments incroyables, hein. McIntyre, on parle souvent beaucoup du Spinebuster de Bobby Lashley, entre autres, mais le Spinebuster de notre ami écossais, quand même, il est pas dégueulasse. Techniquement, franchement, pour moi, les deux gars sont au top. Je reprocherais juste à Kofi que de temps en temps, ces super kicks qui sont un peu aléatoires. Ça tape un peu à côté, alors que quand tu vois les Claymore, quand elles arrivent, hein. Oh là 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 là, c'était... Et cette Flying Claymore, là, pour la victoire de notre dernier roi d'Écosse, ça, c'est quelque chose, hein. Alors moi, peuple de catch-up, je vous l'annonce d'entrée, je vois parmi certains qu'il y a un espèce de petit désintérêt ou une petite lassitude qui commence à s'installer avec Drew. Ce n'est pas le cas de votre tonton. Pour moi, avec Drew, je suis toujours au top de la hype. Il gagne le match, il se retrouve à nouveau contender pour Bobby Lashley. Moi, je trouve que cette rivalité, elle est top. Bobby Lashley versus Drew, je prends, j'en mange, j'en profite depuis le début de l'année. Je trouve que ça match à mort. Je trouve que Bobby Lashley est imbuvable, insupportable en ce moment, et c'est parfait. Ça, c'est génial quand on review du catch pour ça. Voilà, on peut dire qu'un mec est totalement dégueulasse, mais que c'est génial. Bah, quand tu vois ce genre de main event, là, tu dis, bah ouais, ok, d'accord. Enfin, Drew McIntyre, pas de problème. Il délivre. Il a de toute façon. Il est legit. Il est legit, comme tu dis. On sent que, tu sais, à WrestleMania, donc, bon, voilà, il y a eu cette tristesse de ne pas le voir réussir à repartir avec la ceinture, mais c'était le temps de Bobby Lashley et on lui avait offert l'ouverture
de WrestleMania à Drew McIntyre pour service rendu pendant l'année Covid. Donc, c'était tout à fait logique, malgré tout, de le voir repartir ce précieux Graal. Mais on sent qu'ils ont du mal à s'en détacher. Hein. Drew McIntyre, il lâche pas l'affaire. Les bookers, ils lâchent pas l'affaire avec l'Écossais. Parce qu'effectivement, il a quand même une stature de top guy. Et c'est rare d'être encore dans la title picture 2, 3, 4 mois après WrestleMania. Il trouve toujours un moyen d'y retourner. Probablement que ça a un goût de dernier title shot, malgré tout. Ou alors, ils vont encore nous trouver une sacrée surprise. Mais alors, moi, je suis un petit peu mitigé, toi. D'un côté, je suis quand même un petit peu impatient de voir Drew McIntyre passer à une nouvelle histoire, à passer à quelque chose d'autre, notamment dans les promos face à Bobby Lashley, que je trouve de moins en moins inspiré, notamment, puisque je trouve qu'on commence vraiment à avoir fait le tour de la question. Mais après, quand on a ce genre de main event, bah, le mec est malgré tout, il est malgré tout à sa place. Donc, il va falloir enchaîner avec une belle feud derrière pour Drew McIntyre, puisque le mec, il a quand même tout ce qu'il faut pour continuer à main eventer chaque weekly, en fait. On peut le voir en main event de chaque weekly, ça me poserait aucun problème. Quand on sait à quel point c'est difficile d'être le top babyface à la WWE, à Monday Night Raw, n'en parlons même pas. Comment il tient ce rôle depuis maintenant tant de temps et à quel point en fait moi je trouve qu'il baisse pas d'intensité, que son catch reste d'une qualité exceptionnelle, que physiquement franchement il y a des spécimens à la Drew McIntyre à la WWE, il y en a pas 50 non plus. De toute façon partout dans le monde il y en a pas 50 non plus des Drew McIntyre. Pour moi c'est un catcheur assez unique dans l'histoire et je trouve que il est encore jeune et il a que 35 ans, hein, donc tu sais, pour moi, il peut rester sur le haut de l'affiche pendant longtemps. Il sera drafté de toute manière à terme, certainement. Il y aura de l'évolution dans sa carrière. Mais actuellement, pour moi, Monday Night Raw ne peut pas se passer de Drew McIntyre, quoi. Le star power, il est du côté de Drew McIntyre en ce moment à Monday Night Raw, parce que quand tu vois tout le match, enfin tout le Raw qu'on vient de reviewer, avec donc toute cette low et mid card, et que là on termine avec un main event de feu d'artifice comme ça. Ouais, je me dis, ouais, le mec, il tient la route, le mec tient le show, quoi. Ouais. Ouais, non, 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 ça c'est clair. Il a tout ce qu'il faut pour être toujours dans des feuds de haut standing, finalement. Donc là, il est autour du titre. Après, même quand il était dans sa feud intermédiaire avec Sheamus, j'étais au taquet et j'avais envie d'en voir encore plus. Donc pourquoi pas le revoir après. J'adorerais qu'après cette feud, par exemple, il retourne face à Sheamus pour aller lui défoncer sa tronche et qu'on ait encore du Sheamus versus Drew McIntyre là, autour du titre US. Voilà, Même quand il était en tag team, hein, quand voilà, toute la période de la rivalité, oui, quand il était avec Ziggler, qu'il était avec, il y avait Braun Strowman aussi qui tournait autour, il y avait le Shield, à la reformation du Shield. Et même ouais. dans cette période-là, alors qu'il était présenté finalement comme un homme forceur de Dolph Ziggler, comment ça puait le charisme déjà, et on sentait que son retour là annonçait un truc énorme. Et puis après, il y a tout ce qui s'est passé à partir de 2020 et sa victoire au Rumble. Mais finalement, regarde, on est en juin 2021, ça fait 18 mois que Drew il squatte le haut de l'affiche et c'est amplement mérité. Ouais, amplement mérité. C'est l'heure du mot de la fin, si tu veux bien, mon tonton. Ouais. C'est l'heure de donner ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Alors écoute, c'était un show assez étrange et très 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 marqué par la low card et la mid card, avec très peu de catch, hein, tous les matchs, le nombre de matchs qui ça va de 28 secondes à 10 minutes, et on a juste cette explosion incroyable du main Ouais. event, mais avec plein de petits segments, plein de coucous, plein de trucs comme ça. Donc du coup, des flops, j'aurais envie d'en mettre plein à plein de monde. Plein de petits flops. Plein de petits flops distribués un petit peu partout. Mais je vais le donner quand même à l'opener, parce que l'opener, voilà, dommage de commencer un Monday Night Raw comme ça avec un Misty Vig un peu foireux, beaucoup trop long.
avec juste le petit rayon de soleil de Nikki Cross qui sauve un peu le truc, mais vraiment pour moi ça m'a pas mis dans le show, et malheureusement la suite m'a un peu prouvé que ça allait être difficile d'y être dans ce show jusqu'au main event. Donc j'étais assez déçu, donc je vais le donner à l'opener. Mon top, je vais le donner sans surprise au main event, qui a été voilà, formidable. Je vais pas revenir sur tout ce qu'on vient de dire. C'était pour moi, c'était vraiment génial. Number one contender, Drew McIntyre. C'est du bon, c'est du lourd, c'est du solide, il y a de la barbaque. Donc je donne mon top sans hésitation. Et ma note, elle va être sauvée grâce au main event, parce que vraiment la performance est telle que j'ai pas envie de mettre un truc neutre, pas mettre un 2,5 ou un 2. Mais je vais pas mettre un 2,25 non plus. Donc je vais lui mettre un 2,75 à ce Monday Night Raw. Et je profite que j'ai encore l'œil dessus, parce que j'avais l'avis de notre papy national aussi. Mhm. Et comme ça, je te le livre direct, comme ça, tu auras les deux notes avant de donner ton avis. Piou! C'est Alors, pas qu'est-ce qu'il dit? passionnant. Qu'est-ce qu'il dit, Le papy? papy. And I quote. C'est pas passionnant, ils sont embourbés dans leurs histoires. Au début, c'était cool car tout le monde était concerné, mais là, ça manque vraiment de flamme, de trucs qui brillent. Il n'a pas dû voir le segment avec Reginald. Donc, du coup, qui brille, qui surprend. Donc, sa note, ça va être un 2,25. Son flop, c'est les Ex-Retribution, qui réussissent l'exploit d'être moins intéressants que le reste, et qu'il faut les priver de micro, ces jeunes gens, que c'est une cata. Son top, il sait pas trop, et finalement, il va dire le main event parce que c'était le match le plus long, et on a deux grosses têtes d'affiche qui s'affrontaient. Bref, un vrai main event pour notre papy. Donc, le papy, lui, il est en dessous de la moyenne, il est à 2,25, mon patron. Bon, ça va, on n'est pas encore au fond du trou, On mais est à attention, l'équilibre, hein. on est à l'équilibre. 2,75, 2,25, on est à l'équilibre. Ah ouais, ouais. Bah, je vais briser cet équilibre. Je vais briser cet équilibre. Ah! Moi, mon flop, je vais être comme toi. J'ai beaucoup hésité. Comme tu dis, voilà, il y a plein de petits flops. Et on pourrait donner une espèce de flop général Ouais, à l'omniprésence de cette low card qui est venue faire coucou. C'est la boîte à coucou. Voilà, la boîte à non. coucou, comme disait notre Jojo national. Donc, tu sais quoi, je vais le donner, mon flop à, à voilà, cette overdose de low carder venue nous saluer alors qu'on n'avait pas la tête à ça. Pour autant, moi, j'ai quand même pas mal rigolé et je vais donner mon top à cette petite lumière venue d'Écosse qui m'a redonné le sourire après un opener qui m'a dit mais mec, est-ce que t'as vraiment envie de regarder mon intro? Nikki Cross qui a sauvé l'opener. En tout cas, on a quitté l'opener avec le sourire. Donc Nikki, si tu m'entends, tu as mon top pour Formidable. toujours, à jamais. Et ma note, Ouais, eh ben, ma note, elle va c'est beau. casser l'équilibre parce que malgré tout ça, malgré tout cette low card omniprésente et malgré ces superstars comme l'opener, voilà, où ils ont pas délivré, je me suis trouvé quand même à pas mal rire, à pas mal diverti. J'ai beaucoup aimé Sheamus également et ce main event. Tout le passage avec Reginald m'a bien fait marrer. C'est de l'or comique ce mec. Et du coup, je vais lui mettre un 3 à ce Monday Night Raw. Un bon petit 3. Voilà. Mais il faut pas nous faire ça toutes les semaines. Il faut pas nous faire Non, ça ah toutes les non, semaines. ah non, ah non, non, ça c'est sûr. Surtout que, écoute, là, on en a parlé un peu, on peut finir un peu là-dessus, mais donc l'annonce de la charrette, il y a un mec quand même qui a fait le main event de Backlash il y a 2 semaines, qui avait un match à WrestleMania qui s'appelle Braun Strowman. Et Ah donc, ben il a déjà été supprimé des cassettes, hein. Si et tu voilà. regardes, si tu lances Backlash sur le network, le triple frit s'est transformé en 1v1. Ils l'ont supprimé à l'écran. Et donc le gars faisait les main events de Monday Night Raw et a disparu des écrans et viré le mercredi. Quand même, mon bon IRM, Eric Rowan est porté disparu, Bray Wyatt est dans dépression, Brody Lee n'est plus, et Braun Strowman a été viré. La Wyatt Family est détruite. Je crois qu'on pourrait dire que cette faction est maudite depuis le premier jour. Il faut croire. C'est Ce qui terrible. est- C'est Ouais, terrible. c'est terrible. Vraiment, C'est enfin, terrible. voilà, pour finir sur cette fameuse charrette, Braun Strowman, et puis surtout, moi, celui qui m'a. C'est les deux qui m'ont le plus surpris de toute façon, et c'est Aleister Black, quoi. Alors là, Aleister Black, bon, on est assez à SmackDown, c'est le show bleu. Black aussi. Surtout qu'on va avoir l'occasion d'en parler dans très peu de temps de notre ami Aleister Black, en l'occurrence Tommy End sur les ondes de catch-up. Exactement. Il sera mentionné lors d'une future émission avec tonton aux commandes, que j'ai entendu ce nom quand j'ai fait le montage. Je fais ah tiens, c'est marrant parce que j'ai fait le montage de l'émission après l'annonce de la charrette et effectivement Tommy End, puisque c'est ainsi qu'il faut le nommer dorénavant,
a été plusieurs fois mentionné lors de ton émission phare, dont le nouvel épisode va paraître très bientôt, la semaine prochaine. Et bah, concernant Braun Strowman, ouais, bah, c'est dur. Moi, j'ai été surpris, comme toi, par ces deux gros noms. Et je suis surpris à la fois pas surpris parce que finalement, Alistair Black, ouais, on a mis beaucoup d'argent pour son retour, mais il était déjà plus là, le mec, en fait. Enfin, c'est comme si on l'avait fait semblant de pas le virer, quoi. Et en fait, si. Pour Braun Strowman, on aura le temps de s'épancher là-dessus, parce que comme on dit, ça fera sûrement un sujet d'un épisode spécial, mais C'est pour juste que donner c'était pour- l'actualité de ce Raw un peu, quoi. ah ouais, c'est ça, pour me donner ma pensée là-dessus. Est-ce qu'il a jamais vraiment été, à part cet éclair lumineux, notamment dans ce qui a connu son pic avec sa rivalité avec Roman Reigns, il a jamais retrouvé sa place finalement, ce mec-là. Ça fait des années qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire. Et la faute à qui, je sais pas, parce que Braun Strowman, ça a l'air d'être un mec qui mentalement est très, c'est un mec très émotionnel. Toi qui regardes tous les documentaires à WWE, il y en avait un, c'était un 24 ou un 365 ou un 18-9 ou un 24-7, je ne sais plus, sur l'ami Braun Strowman, sur le monstre parmi les hommes. Mais c'est un mec qui a fleur de peau, c'est un mec très émotionnel. Je sais pas comment il gère tout ça en fait. La pression. Est-ce que ce mec, il va voir Vince quand ça va pas? Est-ce qu'il lui dit vraiment ce qu'il pense? Est-ce que il délivre quand on lui demande de délivrer? Est-ce que il arrive à vivre avec la frustration de pas être à la place que beaucoup imagineraient pour lui, y compris nous? Et peut-être qu'à la fin, c'est juste une histoire de pognon, j'en sais rien, mais on n'a jamais réussi à transformer l'essai avec ce mec-là, et c'est bien dommage que ça se termine comme ça, et je pense qu'il va très mal le vivre. J'espère vraiment qu'il va être bien épaulé, parce que, comme tu l'as dit, voilà, on est dans une période un peu compliquée pour tous ces gens qui fait partie de la Wyatt Family. Et ce que j'espère, c'est que ce mec, il va réussir à le digérer et à rebondir, parce que ouais, je pense que c'est un coup dur pour ce mec-là, quoi. Plus que pour la WWE, je pense que c'est un coup dur pour lui, pour l'homme, en fait, derrière le monstre. Ouais, ouais, je suis d'accord là-dessus. Ce qui m'étonne le plus, finalement, c'est voilà, il avait un gros contrat, hein, en termes contrat, Ouais. monnaie sonnante et trébuchante. Clairement, il faisait partie des plus gros salaires de Monday Night Raw. Moi, je suis vachement surpris quand même, c'est par rapport au côté hors norme de ce type. Ouais. Je suis vraiment surpris de la part d'un Vince McMahon de se séparer d'un gars qui finalement représente un peu l'archétype des catcheurs qu'il a toujours aimé. Et Bigger Than Life, une puissance phénoménale, tout un espèce de package autour de leur. Effectivement, Bronze, le micro, ça aura jamais été le truc de fou avec lui, mais il a une telle aura physique que, tu vois, c'est ce type. Enfin, moi, quand je l'ai vu à Paris, mais je te jure, c'était phénoménal, quoi. Quand il est passé, écoute, il est passé à, allez, 15 mètres de moi. Il t'a fait de Mais j'avais la sensation de faire 1m10, quoi. Et moi, je suis pas un énorme gabarit, quoi. Tu vois, moi, je fais 1m78, je fais 75 kilos. Et quand je vois ce mec qui fait 2 fois moi, quoi, et tu te dis, mais c'est incroyable, mais comment on trouve un mec pareil, etc. Et je suis vraiment surpris. Alors, je me dis que ce gars-là, il va certainement aller se réinventer, peut-être faire autre chose, peut-être même on le verra dans des disciplines un peu peut-être surprenantes. Et pas forcément tout de suite à refaire du wrestling, j'en sais rien, je sais pas quel avenir pour Braun. Mais peut-être qu'il reviendra à la WWE. J'ai du mal à croire que la WWE puisse faire un trait définitif sur un mec tellement dans les critères WWE finalement. Ouais, on a fait revenir des mecs de façon plus étonnante il n'y a pas si longtemps que ça, là, il y a quelques mois, Oui. qui nous avaient tous étonnés. Donc effectivement, ce serait pas impossible qu'il revienne. Je suis comme toi, je serais pas surpris qu'on ne le revoie pas en tant que catcheur de sitôt. Et, et pour ajouter une petite pièce sur le côté très étonnant par rapport au package que proposait ce mec, c'est qu'en plus ce mec avait une histoire personnelle assez forte à raconter, comme on le disait par rapport au documentaire, et ça, la WWE, elle en raffole pour ses cassettes, ses émissions, ses promos.
on adore l'histoire de ce géant qui en fait était un mec qui se faisait bully par les autres à l'école et en fait, voilà, c'est devenu un. Enfin, voilà, il a repris confiance en lui et maintenant il est devenu. Enfin, il a repris la confiance et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et à ça, je rajouterais, on est à quelques semaines du retour en tournée de la WWE et un Braun Strowman, tu l'as dit, en tournée en public en live, c'est quand même une sacrée attraction. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères autour de ce départ et je pense que je sais, si un jour on comprend, on a les raisons exactes, ça nous éclairera un peu plus. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, c'est l'étonnement. Sans vouloir faire offense à Aleister Black, que moi j'adore, vraiment. Aleister Black, pour moi, rentre dans un canon, si tu veux, beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel, un catcheur un peu plus random. Comme il y en a eu plein virés, parce qu'on n'oublie pas, on n'a pas parlé de Buddy Murphy, hein. Il y a Santana Garrett, Buddy Murphy, Lana, et donc tout ça qui sont des gabarits et des personnages un peu plus classiques, entre guillemets. Mais c'est pour ça que Braun Strowman dans cette liste fait un peu comme Samoa Joe dans la dernière liste d'avant. Faisait figure un peu d'exception. Et c'est vraiment. Ouais, vraiment, je pense que ça a surpris absolument tout l'univers de la WWE. Là, les réactions ont été unanimes. Et le départ de Black et de Strowman sont vraiment pris quand même de manière assez étrange. Et pour moi, je reviens là-dessus, hein, ça va être mon cheval de bataille, je pense, pendant les quelques semaines à venir. Mais effectivement, la WWE semble dans une phase quand même très particulière. Les ratings sont au plus bas, on n'en a pas parlé, mais là, ce Monday Night Raw a été très très bas. Il a fait 1 500 000 et quelques. Donc très bas, alors que SmackDown est en baisse aussi. SmackDown était encore sous les 2 millions la semaine dernière. Il y a un vrai problème de ratings et tout ça. Et est-ce que, mon bon IRM, en tant que patron, est-ce que le patron de la WWE, il n'est pas en train de zioter ailleurs, voire à peut-être revendre le bébé? Ça me paraît. J'ai du mal à imaginer Vince vendre son bébé. Je le vois bien faire des business, des partenariats, des investissements, faire des optimisations financières qui a l'air de guider les dernières charrettes. C'est ce que dit Tommy End à Aleister Black dans sa première déclaration après s'être fait virer. Après, on lui dit, bah mec, on te vire, c'est pas contre toi, c'est purement budgétaire. Bon, ok, toi, tu y crois ou tu y crois pas, mais malgré tout, ça reste une société à gérer, un business, et c'est avant tout de l'argent. Je ne prendrais pas ça comme un signe de on va vendre, même si effectivement, comme on dit, dans ces cas-là, on fait en sorte de rendre la future mariée plus belle. Et souvent, on coupe, on réorganise, on dégraisse, on revend des trucs pour être un peu plus beau sur le marché, toi. Mais pour autant, là, j'ai encore du mal à imaginer WWE être racheté, donc ne plus être libre complètement. Je vois plus des histoires de partenariat, mais voilà, je suis pas dans les réunions des décideurs, des C-level, je suis pas aux C'est réunions sûr, hein. financières, Aucun donc nouillet de toute façon. non, voilà, c'est ça. Donc ouais, les chiffres, bah voilà, tantôt on entend que tout va bien, qu'ils ont fait des gros bénéfices comme jamais, que limite l'année Covid a été une de leurs meilleures années. Ah oui, mais attends, il y a le retour sur des tournées, c'est bien pour l'image, mais est-ce qu'ils vont pas faire des trucs à perte? Parce que bah, les tournées, quand même, ça coûte beaucoup d'argent. C'est bien de vendre des t-shirts dans les stands et de vendre des tickets, mais t'épuises tes stars, t'as une main-d'œuvre énorme à payer, c'est un coût en termes de ressources qui est énorme. Ok, donc du coup, voilà. Toi, d'un côté, ils gagnent plus d'argent, de l'autre côté, ils vont aussi peut-être en dépenser plus. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, peut-être qu'on vire des gens. Et c'est peut-être aussi des gros noms, parce que là, on fait les gars étonnés parce que Braun Strowman, il est viré. Mais non, si tu compares ça au sport ou au spectacle, ça arrive tout le temps. Oui, bah, Des mecs, des superstars je suis complètement d'accord avec dans les ça. séries télé, quand ils te virent Steve Carell dans The Office, qui était la superstar du show, toi, tu dis, bah, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais voilà, on l'a viré, peut-être des histoires d'argent. Quand dans des équipes de foot ou de foot américain, on te vire des superstars, mais c'est juste des histoires de contrat, c'est des histoires de pognon. Ok, le mec, c'est une superstar, mais il coûte trop cher. Ce mec coûte trop cher, donc on le vire. C'est l'histoire, hein, de la société humaine de toute façon, quoi, que ce soit dans l'entertainment, que ce soit dans le sport professionnel, que ce soit à la télé, à la radio.
Voilà, il y a des départs, il y a des arrivées, il y a des changements de commentateurs, de duos, de sportifs, et c'est ainsi des transferts et tout ça. C'est pour ça, j'en avais déjà parlé, mais le fait que les ex-WWE après se répandent dans les différentes fédérations et tout ça, moi je trouve ça totalement normal. Les gars sont des wrestlers, ils sortent d'une fédération, et ben il faut qu'ils retrouvent du boulot derrière, c'est leur gagne-pain. Donc je vais bosser à la IW, je vais bosser à Impact, je vais bosser à la Triple H, je ne sais où. Je pense qu'on va retrouver des ex-WWE bientôt dans le projet de la MLW pour le Azteca Underground. Ça me paraît totalement normal. Enfin, moi, je fais pas du tout partie des gens qui crient au loup en disant ça, c'est la poubelle de la IW ou Impact sont les poubelles de la IW. Non, c'est comme ça. Les gars, c'est des workers, ils bossent, ils perdent leur job. Il faut retrouver ton job ailleurs. Et je te rejoins complètement sur cette analyse-là. Pour moi, ça fait partie de la vie du business finalement. C'est comme ça. Ce qui est un petit peu particulier avec l'ignoble sport, c'est que c'est vraiment présenté en particulier au niveau de la WWE, c'est vraiment présenté comme un produit d'entertainment, de divertissement, et que du coup ils sont sujets à beaucoup d'expositions médiatiques au niveau des réseaux sociaux et tout ça. Il y a le monde des followers, on va dire, du catch, c'est assez incroyable sur Internet. Et du coup, c'est vrai que dès qu'il se passe quelque chose, la moindre rumeur, le moindre truc, mais finalement ça marche pareil avec le football. Le football est le sport le plus suivi de la planète. Et combien de milliers et de millions d'interactions il y a sur Internet chaque jour liées à la balle ronde, je pense que ça se compte par millions, si ce n'est par milliards. Ouais, ça reste du spectacle, hein, que ce Et soit du oui, sport pur ou de la lutte professionnelle, divertissement sportif, ça reste du spectacle à ce niveau-là. Donc c'est des histoires d'argent, des histoires d'exposition, des histoires de contrats. Et dans tout ça, tu as des mecs qui continuent de toute façon à être passionnés par ce qu'ils font, mais c'est pas parce que tu es passionné que tu dois rester pieds et mains liés au même contrat toute ta vie. Et ça va aussi dans l'autre sens, quoi. Donc voilà, on se retrouve avec ces départs qui effectivement nous étonnent parce qu'on s'attache à ces personnages-là, on s'attache à ces gens-là qu'on voit toutes les semaines. Mais comme tu le dis, ça reste des êtres humains avec des bouches à nourrir et puis l'argent restant le nerf de la guerre. Ben voilà, ça bouge. Les choses bougent et c'est sain dans un sens. C'est bien de se dire que finalement tous ces gens-là naviguent et que, comme tu le dis, c'est pas parce qu'ils se font virer de la WWE qu'ils vont se retrouver sous le pont ou retourner à trancher des morceaux de jambon à la supérette parce que bah, par la WWE, il n'y a plus rien. Donc tant mieux qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette espèce d'écosystème où effectivement la WWE reste la big league, comme tu le dis, hein, ça reste quand même la super société de catch pour laquelle beaucoup de catcheurs rêvent d'aller, mais c'est pas parce qu'une fois que tu y es que t'en repars plus. Et ils nous l'ont montré. Bon, là, on digresse, ça va pas plaire à Raphaël qui veut déjà nous faire 50 comptoirs du catch sur le sujet. Donc, on va en rester là pour ce soir, pour aujourd'hui. Je vous invite évidemment à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, puisque Tonton en a parlé, hein, Catch-up CDC sur Twitter, Facebook, Instagram. On a également un Discord, le lien est dans la description. Abonnez-vous au podcast Catch-up. C'est très simple, il suffit d'aller soit sur YouTube, vous pouvez également laisser un commentaire sur cet épisode et les dernières nouvelles qui sont tombées, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Ocha, PodCloud, tout y est. Abonnez-vous, rejoignez-nous. D'ici là, mon bon tonton, je te souhaite toutes les bonnes choses, les meilleures choses du monde, tout simplement. merci, ça sera déjà bien pour finir cette semaine, impeccable. Ouais. Merci à toi pour cet hosting de qualité, mon cher El Patron. Et Voilà, on a un puis, peu digressé, mais voilà. ouais, C'est la mais marque de fabrique. c'est ça. On est comme ça à Ketchup. Bon, allez, à très bientôt pour l'analyse de SmackDown et le You Talk Too Much numéro 12. Oui! Allez, dis-nous, balance le nom. Tristan Archer, yeah! Ça Arrive. aurait du bon 104 kilos de bidoche dans vos faces. Voilà, pour faire le montage, je les ai sentis, hein, les 104 kilos là. Ah, je peux te dire là dans le montage, c'était pas facile. Mais on y est arrivé, l'épisode arrivera la semaine prochaine. Allez, d'ici là, on vous souhaite évidemment une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Dans la face. Salut patron, salut peuple de catcheurs. Braun. Le pauvre. Bon, où est-ce qu'il va mettre ses grosses mains maintenant? Deuxième ligne en équipe de France de rugby, je voudrais bien.
Ouais, ou alors sur le cours central à Roland-Garros. Peut-être qu'on aurait une chance. Il se fait nationaliser français, on aurait peut-être une chance d'aller un petit peu plus loin qu'au second tour. Mais il faut lui faire une raquette sur mesure, quoi. C'est impossible. Comment tu fais pour un Bah, mec? sa main et la raquette. Putain, ah ouais, le mec, en fait, le mec fait de la pelote basque, mais c'est ça, en fait, faut qu'il fasse de la pelote basque. Putain, mais le mec énorme que ça serait. Tu sais que à Miami, il y a un énorme tournoi de pelote basque chaque année, mais depuis des décennies et des décennies. Là-bas, il y a une colonie je sais plus comment on les appelle, les joueurs de pelote basque. Et là-bas, il y a un tournoi international chaque année hyper répandu, quoi, et hyper coté. Et putain, j'imagine un Braun Strowman qui débarque dans un tournoi de Chistera avec ses paluches énormes là. Oh, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Avec le pantalon blanc là, tout clean là, le petit foulard rouge là. Ah Oh, ouais, les petites paires de lunettes de soleil là. et après, tu le retrouves à la Banderas le soir au comptoir là, à s'enfiler 75 litres de bière. Une belle image, une belle image. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ouais, allez.